merci à nos invités donc, pour cette table ronde de clôture. Donc nous avons, alors je vais faire dans l'ordre, donc Mireille Branger, qui est la coordonnatrice nationale de la stratégie enseignement et numérique au secrétariat général au plan d'investissement, donc le SGPI. À ses côtés, Patrick Courillot, qui est l'adjoint à la chef de service des stratégies de la formation et de la vie étudiante, donc à la DGESIP, Direction générale de l'enseignement supérieur, à ce niveau-là. Et ensuite, Maria Mercanti-Guérin, qui est une autodidacte en termes d'utilisation du digital dans le cadre de la formation. Et c'est à ce titre-là qu'elle est là, c'est une enseignante-chercheuse, comme c'est indiqué à l'écran, mais elle vous expliquera son parcours qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, dans le cadre de cette journée. Et enfin, Martial Martin, que je ne présente plus, donc le président de l'association des directeurs, brillamment réélu il y a un peu plus d'un mois. Bravo Martial. Voilà, donc l'objet de cette table ronde, c'est, après tout ce qu'on a pu dire jusque-là, c'est maintenant comment est-ce qu'on s'empare de cette évolution dans l'enseignement. Et c'est sur cette base qu'on va commencer avec l'intervention de Maria, qui va nous faire part de la manière dont elle s'est déjà emparée de cette évolution ou révolution selon la manière dont on voit les choses. Maria. Merci beaucoup. Il faut peut-être se rapprocher, oui. Normalement, il était allumé. Hein. Il était peut-être pas allumé correctement. Et là, ça marche. Voilà, merci. Donc, très heureuse de vous faire part modestement de mon expérience en matière d'enseignement des nouvelles technologies. C'est pas facile hein, comme sujet. Alors, je me présenterai brièvement. Donc, je suis maître de conférence à la Sorbonne. Je suis à l'IAE de Paris, qui dépend donc de la Sorbonne. On a pratiquement 3000 étudiants en formation continue. Donc, c'est un point important. Donc, des gens qui reprennent des études et qui sont très exigeants au niveau des contenus. Et puis, en apprentissage, donc avec des jeunes étudiants voilà, qui ont aussi leurs exigences et leur rythme. On a également on est vraiment transverse dans toutes les sciences de gestion. On enseigne la RH, la compta, la finance, le marketing, etc. Et on a aussi une licence en apprentissage distribution qui souffre d'ailleurs un peu du but, je dois le dire. Mais bon. Alors, en fait, moi, j'ai commencé, je dirais, un parcours en entreprise. Hein. Je viens d'univers de la publicité. À un moment, j'en ai eu assez, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, j'ai passé une thèse et puis une habilitation à diriger des recherches. Donc, j'ai été très formée en recherche et pas tellement en pédagogie, à vrai dire. En pédagogie, je n'ai eu aucune formation. Et donc, à un moment donné, vous vous retrouvez devant les étudiants. Au départ, j'enseignais le marketing et la publicité, c'était très simple. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tout est digitalisé. Et on se retrouve finalement à apporter des cours qui sont complexes au niveau technologique. Donc on est sans arrêt en train de sortir un peu de sa zone de compétence initiale et on doit s'auto-former continuellement. Alors pourquoi je dis que c'est important que les enseignants s'auto-forment? Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'on prenait des pratiques des développeurs. Un développeur, il fait des études et puis à un moment de sa vie de développeur, soit il retourne à l'université, mais pas tant que ça, il va se former, s'auto-former quotidiennement parce que les technologies vont tellement vite que si vous ne vous auto-formez pas, vous êtes mort en fait. Et vous êtes mort devant les étudiants, notamment en formation continue, et même vos étudiants en apprentissage qui à terme en savent plus que vous et vont vous le montrer. Donc c'est, je dirais, un challenge, hein, vous courez après la techno. Ça, c'est pas facile et ça implique aussi une réorganisation complète de votre temps de travail. Parce qu'on me dit, enseignant-chercheur, j'enseigne et je fais de la recherche. Mais en fait, je me dis, mais j'ai un troisième volet qui est la pédagogie qui me prend énormément de temps, surtout dans ce cadre d'auto-formation. Alors, je vais vous citer
voilà, deux petits exemples. Hein. Donc moi j'ai intégré à mes cours, dans mes cours ChatGPT. Voilà. Donc je vais parler de la façon dont je les intègre. Je fais du marketing digital, donc j'étais assez contente de ma matière. Je me disais avant qu'on me rattrape, parce que j'ai tellement travaillé que ça va. Et je me suis rendu compte que finalement, les barrières à l'entrée sont assez faibles, hein, et que vous avez des étudiants à terme qui en savent plus que vous sur comment gérer TikTok. Voilà. Et donc, je me suis intéressée au Web3, au métaverse, au NFT. Et je me suis dit, comment je l'aborde? Alors, je vais d'abord prendre peut-être l'exemple du métaverse NFT Web3 et ensuite de ChatGPT, comment je l'intègre à mes cours. Donc, j'ai depuis très longtemps un site internet sur lequel je mets absolument tous mes cours en ligne, en libre accès. Je crois beaucoup, on parle beaucoup d'open data en recherche, je pense qu'il faut aussi parler d'open pédagogie ou de pédagogie ouverte. Et donc, j'ai commencé par écrire des billets de blog sur ce que j'apprenais. Donc, j'ai passé mon temps à apprendre ce qu'est un smart contract, ce qu'est un NFT, ce qu'est un hash, ce qu'est une blockchain, etc. J'ai demandé donc à l'université de me payer une formation sur la blockchain. Donc ça, il faut bien la choisir, parce qu'on a besoin à un moment, de formation c'est bien, mais à un moment de démarrer par une formation un peu technique et un peu précise sur ce sujet qu'on veut aborder. Donc voilà, j'ai suivi. Et puis, je me disais, mais je ne comprends rien du tout. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que j'ai le cerveau ramolli avec les années, ou est-ce que c'est parce que je me retrouve avec un niveau de complexité beaucoup plus élevé qu'avant? Je pense que c'est plutôt, enfin, je suis optimiste, je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Donc, je suis arrivée en cours fragile, parce que j'avais énormément travaillé, mais quand vous avez des choses que vous intégrez pas complètement, parce que vous n'avez pas assimilé complètement, parce que c'est nouveau, c'est pas évident. Et là, je me suis rassurée, parce que finalement, en enseignant, on se forme. C'est-à-dire qu'on retient 93% de ce qu'on enseigne. Et donc, au bout de quelques cours, on devient opérationnel. Donc ça, voilà. Alors, comment je fais travailler mes étudiants? Au départ, j'ai eu tout faux. C'est-à-dire qu'au lieu de... J'ai commencé par la blockchain, j'ai commencé par le plus compliqué au niveau techno. Alors donc, ils étaient là, bon, un peu perturbés. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler avec les imaginaires. Donc, j'ai commencé par la science-fiction. Donc, vous savez que dans Metaverse, Web3, il y a tout un courant de science-fiction qui a fait de la prospective et qui a parfaitement décrit un monde un peu dystopique, mais un peu le monde qu'on vit. Et j'ai compris que c'est par là qu'il fallait accrocher les étudiants, parce que tout de suite, ils sont rentrés dans le truc, et après, j'ai amené la techno. Le deuxième conseil que je pourrais donner, ne pas rester dans le vague, c'est-à-dire que, ok, moi j'ai devant moi des gens qui font des sciences de gestion, parfois j'ai des ingénieurs, donc vous, en tant qu'enseignant, vous devez aller le plus loin possible dans la technologie, par exemple, qu'est-ce qu'un hash, dans la programmation, même si à la base, ce n'est pas votre formation. Et puis, je les ai fait jouer. Donc ça, c'est très important. Donc, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Wildcrypt, qui est un jeu de cartes, où en fait, on découvre tous les concepts de la blockchain, des NFT, des smart contracts et des cryptos. Et j'ai bientôt fini. Et ce jeu Wildcrypt, en fait, ça fait de l'esprit de corps, de l'esprit de groupe. Ils jouent en équipe, les uns contre les autres. Il y a des leaders d'opinion qui apparaissent, c'est assez intéressant. Ils se rendent compte qu'ils ne savent rien. Donc, comme ils n'ont pas écouté, on reviendra après sur le problème de l'attention. Ils se mince, ils reprennent le cours pour pouvoir jouer. Sinon, voilà, ils ne peuvent pas jouer. Et donc, en fait, les imaginaires, le jeu permet de faire entrer la technologie dans les classes. Et le deuxième point, quand je parle, en fait, pour moi, on est face à un tsunami numérique et pédagogique. Le tsunami numérique, c'est d'intégrer très rapidement deux révolutions majeures. Il y en a une troisième avec l'IoT, c'est vrai, mais pour moi, deux révolutions majeures qui sont les IA génératives et le Web3, qui est quand même... voilà. Et donc, c'est très compliqué pour les étudiants et pour les professeurs, mais un tsunami pédagogique, parce qu'en face de moi, je peux faire la danse du voile, mais parfois, ils ne m'écoutent pas.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont captés par des écrans. Et donc, le truc, c'est de se dire, dans le cours, je les fais sortir des écrans. J'enseigne la technologie sans l'écran. Et comment je peux enseigner la technologie sans l'écran? Bon, je sais que dans les pays du Nord, maintenant, ils commencent à interdire les montres connectées, les mobiles, bientôt les ordinateurs. Donc là, on se dit, c'est bête, parce que quand tu fais du marketing digital, on est tout le temps en train d'utiliser des outils. Mais à un moment donné, il faut les sortir des écrans pour retrouver des capacités d'attention et de communication à l'égard des autres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le notez, il n'y a plus de bruit dans les salles de classe. Ils ne communiquent plus entre eux. Ils sont captés par leur ordinateur et malheureusement, pour les apprentis, en train de répondre à leur mail professionnel au lieu d'écouter le prof. Parce qu'ils ont énormément de pression professionnelle alors qu'ils sont étudiants. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, ça c'était Metaverse Web 3 et très rapidement sur ChatGPT, je me suis donc appuyée sur mes étudiants et donc on fait tout avec ChatGPT, c'est-à-dire que le meilleur email, on va tester sur telle cible, donc on travaille sur les prompts, comment interroger l'outil. On essaye de faire une cartographie, donc je leur demande quel est l'IA génératif que tu as découvert cette semaine, est-ce que tu l'as testé, comment tu la trouves, etc. Donc de les intégrer au process. Donc j'en suis là sur ChatGPT, mais on pourra après parler peut-être de ce que ça implique, notamment dans la rédaction des mémoires, mais ça c'est un autre sujet. Merci. Merci à vous. Parce que je crois que c'est vraiment une expérience très particulière et très enrichissante pour tout le monde. Et je crois que vous avez même utilisé votre CPF pour ça. Alors, moi, je considère qu'il faut tout faire sans dépenser d'argent. Donc c'est un peu, parce qu'en plus j'en ai pas beaucoup, donc la blockchain, l'IAE de Paris, qui a un gros budget formation, me l'a payé sans aucun problème, donc merci à eux. Après j'aurais dit, bon je vais pousser le bouchon un peu plus loin, pourriez-vous me payer des casques VR, des casques de réalité virtuelle pour mes cours? Oh, Maria, c'est trop cher, qu'est-ce que tu demandes? Je dis, oui, mais vous avez une salle vidéo, donc vous voulez faire des MOOC, des SPOC. Et donc là, ils sont en réflexion, mais j'ai bien senti qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Et donc ce que je fais pour le métaverse, je fais travailler les étudiants sur l'ordinateur. J'ai aussi acheté des petits casques 3D mais je trouve que l'expérience n'est pas géniale. Et finalement, moi je crois plus en la réalité augmentée que la réalité virtuelle, mais ça c'est un débat sur les usages. Et finalement, avec l'ordinateur, on arrive à faire plein de choses. On va dans des Decentraland, on se balade sur OpenSea, etc. Donc on fait plein de choses quand même. Voilà. D'accord. Ok. Merci. Alors, la question posée à l'ensemble de vos camarades, on va dire, c'est pouvons-nous généraliser cette expérience individuelle vertueuse? Et là, comment voyez-vous les choses? Je ne sais pas, dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais essayer de me lancer. Alors, d'abord, par rapport à la question qui est posée, et c'est ce que j'avais pressenti en découvrant votre parcours un peu au départ, et c'est ce qui est écrit sur ma feuille. Alors on n'a pas beaucoup préparé avant. Ce qui nous est posé aujourd'hui, je pense, quelque part, en tout cas ce soir comme question, c'est on a deux enjeux qui sont liés à la question initiale, enfin le thème de la table ronde. Le numérique, c'est quelque chose qu'on a besoin d'enseigner à nos étudiants, ou la manipulation, savoir utiliser un outil, comment ça peut intervenir, comment l'outil numérique peut intervenir dans le champ disciplinaire, dans le cadre professionnel. On a de vrais enjeux sur comment permettre à nos étudiants d'acquérir ces compétences. Et là, on parle du marketing digital par exemple. Mais l'autre côté aussi qui est posé simultanément en même temps, c'est l'outil numérique, en tant qu'enseignant, peut venir en appui sur les pédagogies. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous venez de nous présenter. Alors, sur la première réaction, j'ai envie de dire, sur cette question de cercle, est-ce que c'est vertueux ou pas? La question peut se poser.
Sur la nécessité de former nos étudiants au bon usage des outils, on aura le temps d'y revenir. Je pense que clairement, oui, c'est clair pour tout le monde qu'il y a besoin de le faire. En quoi le numérique peut venir en appui sur les pédagogies? Je l'avais noté sur ma feuille avant qu'on parle de jeux de cartes. Pour moi, le numérique, et je pense que c'est important que ça soit clair pour tout le monde, n'est qu'un outil. C'est la pédagogie en premier. Ici, je suis devant des collègues qui sont très investis au sein d'un UT et donc sur l'approche par compétences. Donc forcément, la question de pédagogie vous est chère. Vous avez une longue réflexion qui a été menée notamment pour mettre en place les buts. Et du coup, on a toute cette question qui se pose sur quelle pédagogie je veux déployer. Et évidemment, le numérique n'est pas un moyen pédagogique, c'est un outil pour les pédagogies qu'on veut déployer. Et je crois que c'est là qu'il y a une question à se poser sur comment on peut se former à ces pédagogies, comment dans le cadre de la pédagogie, on reste bien en position suffisamment de retrait pour se dire ça n'est qu'un outil. Et notamment ce que je trouve très intéressant, c'est oui, il y a d'autres pédagogies dites innovantes qui peuvent être beaucoup plus anciennes. Je veux dire, le fait de se mettre en situation concrète pour explorer en atelier une situation, je veux dire, je crois qu'on peut remonter à l'époque éventuellement grecque pour retrouver des gens qui utilisaient ces pédagogies dites innovantes. Et donc la vraie question qui se pose par rapport à ce qui vient d'être évoqué, je pense, c'est quelle pédagogie on veut déployer et surtout ne pas s'enfermer dans des schémas pédagogiques. Essayer de réfléchir sur l'approche programme, l'approche par compétences, les questions de flexibilisation des parcours. On doit se poser ces questions sur comment je peux répondre à l'ensemble de ces enjeux en ayant en tête que dans les boîtes à outils que je peux avoir, j'ai l'outil numérique. Merci Patrick. D'ailleurs, dans ce que vient de développer Maria, dans son expérience blockchain, elle nous expliquait qu'au départ, elle ne comprenait pas. Donc, elle a revu la manière de faire et pour aller vers une pédagogie inversée par rapport à ça et aboutir à ce que les étudiants adhèrent au sujet. Et pour juste aller aussi dans le sens, donc ce midi, en fait, on avait en bibliothèque 2 ateliers, un qui était avec les casques, et les autres qui parlaient de cybercriminalité et qui était un jeu de cartes cette fois. Donc il y avait les casques de réalité virtuelle et en même temps il y avait à côté le jeu de cartes et ils nous ont dit d'ailleurs qu'ils proposaient ce jeu également de manière dématérialisée mais ils s'apercevaient que c'était pas ça ce qui marchait. Ce qui marchait c'était vraiment l'aspect physique avec les gens autour de la table qui peuvent échanger au moment où ils jouent. Martial qui sort des journées pédagogiques. Donc sur tout ça, est-ce que vous avez abordé ce type de problématique ? Largement oui, parce qu'il y a des outils numériques collectifs qui sont mis en œuvre dans le cadre du déploiement de la PC. Et donc on va les mettre à disposition de l'ensemble de la communauté des IUT très, très prochainement. Ça a été l'un des enjeux effectivement des journées pédagogie et professionnalisation de Bourges la semaine dernière. Je dirais dans les IUT, on a une chance, c'est d'avoir finalement en coexistence et des spécialistes du numérique, enfin des spécialistes dans le domaine de l'industrie, par exemple. On évoquait ce matin les cobots, on évoquait l'IoT, on évoquait le cloud, on évoquait la big data industrielle. On a autant de spécialistes sur ces enjeux-là dans nos départements R&T, dans nos départements GMP, GE2I, etc. J'en oublie. Donc ça, c'est déjà un point fort. Mais ce qui fait vraiment la spécificité chez nous, bien évidemment, on a tout le travail qui est effectué dans les départements sciences des données, informatique, MMI, où là on a aussi des spécialistes vraiment du numérique. Mais ce qui fait la force de notre réseau et de nos formations, c'est qu'elles impliquent aussi des spécialistes des sciences humaines et sociales, et on avait commencé par ça ce matin, et effectivement, nous avons aussi depuis longtemps questionné des enjeux de cyberculture, par exemple. Enfin, c'est quelque chose qui était apparu il y a quelques années. Je me tourne vers Nicolas, je sais qu'il est par là, et on avait travaillé sur un PPN il y a une dizaine d'années, on va dire, et on avait mis en place donc cette réflexion, parce que vous l'évoquiez avec justesse,
C'est-à-dire qu'on doit aussi questionner tout notre imaginaire en fait du numérique, et y compris des grands acteurs des GAFAM aujourd'hui sont d'une certaine manière victimes des types d'appréhension du réel qu'ils peuvent avoir et qui sont médiés en fait par des représentations cinématographiques, culturelles globalement. Et ça c'est tout à fait intéressant à voir. Et donc je dirais que globalement on a cette chance d'avoir et des spécialistes de la culture, de l'usage du numérique, et des praticiens et des spécialistes des technologies qui sont mises en œuvre. Et donc ça c'est une grande chance. Je crois qu'on nous retrouve quasi nulle part ailleurs dans l'enseignement supérieur français. Donc de ce point de vue-là, on est apte à questionner ces choses-là. Par ailleurs, je crois qu'on est aussi un terrain dans lequel se mettront en place rapidement des usages, et dans lesquels se sont déjà en place des usages du numérique pour la pédagogie. Alors il y a des métiers qui s'y prêtent plus. Par exemple, pour tout ce qui est les métiers de développeurs que vous évoquiez, hein, qu'on évoquait évidemment, qu'on a évoqué largement dans la journée, vous avez, alors ça, on a beaucoup parlé de ChatGPT ou GPT-4, vous avez d'autres IA conversationnels, hein, d'autres agents conversationnels, par exemple GitHub Copilot, par exemple, qui est largement utilisé par les développeurs et qui implique des transformations dans la façon dont on enseigne, dont on met en place les TP, dont on revoit les exercices. Et parce que la façon dont on code aussi dans les entreprises, je vois des présidents qui agissent dans le secteur, et donc cette façon-là, elle a beaucoup évolué, elle évolue beaucoup, et on automatise beaucoup de choses, en particulier dans le codage autour de ces agents conversationnels. Donc là, on a quelque chose qui est en train de se transformer. Ce qui va se transformer aussi rapidement avec l'adjonction d'agents conversationnels dans les logiciels qu'on utilise au quotidien, c'est nos pratiques d'enseignants. Mais ça va se faire assez naturellement. C'est-à-dire qu'on a déjà des options qui sont ouvertes largement dans les suites de bureautique qu'on utilise. On va avoir là très rapidement un agent conversationnel qui va être ajouté à la suite Microsoft, qui est Microsoft Office Copilot à nouveau. Et ça va transformer aussi nos façons de créer des contenus, des présentations, des TP éventuellement, des notifications, etc. Tout ça va beaucoup évoluer, et très rapidement. Et je crois qu'on est l'un des terrains sur lesquels il y aura le moins d'opposition à la transformation, parce que je crois qu'on est prêt. Alors je sais, il y a des couacs, et puis on se focalise un petit peu médiatiquement sur les couacs, à savoir la difficulté qui est liée à est-ce que j'évalue ou pas un travail qui a été effectué avec une intelligence artificielle en donnant lieu à une intelligence artificielle. Et je crois que ce qu'évoquait notre collègue tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire que effectivement, on va devoir abandonner des types d'évaluations parce qu'elles n'ont plus de sens, parce qu'elles n'apportent plus rien, parce qu'elles peuvent être mieux faites d'une certaine manière en recourant à une intelligence artificielle. Par contre, vous évoquiez tout de suite la capacité à utiliser des prompts qui soient des prompts pertinents. Vous avez aussi des générateurs de prompts, vous avez des bibliothèques de prompts, et donc en fait c'est la commande, si vous voulez, que vous faites, la question que vous posez à l'agent conversationnel. Et là-dessus, il y a tout un travail à faire, et encore une fois, la richesse du réseau, par exemple la présence de professeurs agrégés de lettres, de professeurs certifiés de lettres, de maîtres de conférences en 9e, en 71e section en langue, sera absolument essentiel, parce que là, on a un travail vraiment de littéraire qui est à mettre en œuvre, parce que ce qui est intéressant, c'est petit à petit amener à avoir des réponses qui sont plus pertinentes de la part de l'agent conversationnel, en précisant sa question. Et donc, l'idée de poser la bonne question à l'agent conversationnel, elle est absolument essentielle. Et l'amener aussi à faire évoluer sa réponse. Donc tout ça est passionnant, et tout ça, à mon avis, nous impliquera encore de plus en plus à travailler comme on le fait autour de l'APC et de sa mise en œuvre, en équipe et en équipe transdisciplinaire, comme on sait le faire dans les IUT. C'est ce que j'allais dire avant de passer la parole à Mireille, c'est que l'approche par compétences qui est mise en œuvre actuellement avec les situations d'apprentissage et d'évaluation, quelque part, c'est une forme de pédagogie inversée déjà, puisque les ressources sont au service
de ces SAE, puisque l'étudiant va avoir besoin de recreuser les ressources pour être sûr d'arriver à réussir sa SAE avec le transversal tel que tu le décris ici. Et c'est un petit peu l'approche qui a été faite, qui a été décrite tout à l'heure dans la blockchain. Je dirais, c'est peut-être même une pédagogie remise à l'endroit, non, plutôt que renversée. Sans doute, mais ça, je te laisse la liberté de tes propos. Voilà. Donc, Mireille, le SGPI dans tout ça. Alors, le SGPI dans tout ça, il y a plusieurs points. Moi, je vais d'abord revenir peut-être à la question qui était posée, parce qu'on a un petit peu évoqué finalement toutes les questions qui suivent, en fait, pour tout vous dire. Et la question qui était posée, c'est pouvons-nous donc généraliser cette expérience individuelle et vertueuse? Alors moi, déjà, je voulais vous remercier. Vraiment, ça fait très, très plaisir à entendre ce que vous faites. Pouvons-nous le généraliser? Je vais être sincère, je crois que non. Non, parce que, mais je vais dire pourquoi. Parce que c'est lié à une discipline, un contexte, et c'est lié à un individu. Devrions-nous le généraliser? En tout cas, le diffuser? Ça, oui. Et je pense que c'est extrêmement important ce que vous dites et ce que vous présentez, parce qu'au fond, vous partez d'une réflexion sur des besoins, sur la question de l'attention de vos étudiants, de leur attitude dans les cours, de leur attitude par rapport à des nouvelles technologies, enfin, qui sont certaines nouvelles, d'autres un peu moins nouvelles, mais qu'on continue à appeler nouvelles. Et je trouve... déjà, ce point-là, il devrait être généralisé parmi les enseignants. Je parle au conditionnel parce que nous savons que malheureusement, nous en sommes très loin. Donc c'est en ce sens-là aussi que votre exemple est extraordinairement vertueux. Et je crois qu'il faut aussi, c'est l'occasion de faire connaître votre expérience, de le répandre un petit peu, peut-être vous amener à témoigner dans d'autres contextes qu'aujourd'hui, parce que c'est de ce type d'exemple que les autres enseignants ont besoin. Ne pas se trouver dans une situation de difficulté par rapport à des étudiants dont on voit qu'ils font autre chose, qu'ils décrochent, et de continuer malgré tout à dérouler, mais de se dire, voilà, comment j'utilise au fond les nouvelles technologies en faisant un lien entre le sujet de mon cours, les objectifs et ce que je peux en faire et comment je peux le réinterroger, et avec une vraie réflexion à la fois sur la formation et sur les imaginaires. Et ça, je pense que vous avez aussi, c'est la question de généraliser ou en tout cas diffuser cet exemple, c'est dire que les enseignants doivent aussi s'interroger eux-mêmes sur leur propre imaginaire lié au numérique. Et ça, très souvent, c'est, si on interroge ça, d'abord on va être surpris soi-même, on va poser des points, comment dire, oui, presque des fantasmes que nous lions à des technologies, à tort ou à raison. Souvent les fantasmes, c'est à tort. Mais en tout cas, je pense que cette question-là, arriver à faire que les enseignants s'interrogent beaucoup plus sur les représentations qu'ils ont du numérique avant de les intégrer ou pour les intégrer à leur pédagogie, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut diffuser. Et ce que j'ai trouvé aussi très fort, c'est que vous posez pour moi une vraie question. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu à une conférence sur IA et enseignement supérieur il y a 15 jours ou 3 semaines à peine. C'est qu'en fait, on a un vrai sujet pour les étudiants, même pour les non-étudiants, hein, pour nous tous, qui est la question de l'attention. Et que naturellement, ces technologies, du numérique, qu'elles soient intégrées à nos cours ou diffusent dans notre vie quotidienne, elles captent notre attention. Et elles vont la capter de plus en plus. Et je trouve vraiment passionnant que vous disiez, au fond, on travaille sur des sujets numériques avec des outils numériques, mais le temps du cours, c'est un temps sans écran.
Et ça veut dire aussi que la question de l'introduction des supports numériques, il peut se faire aussi en dehors des cours. Donc, ne pas focaliser sur l'idée qu'on doit faire du numérique pour faire du numérique dans des disciplines qui ne le requièrent pas fondamentalement par leur objet, mais qu'on peut utiliser ces outils et ces ressources dans un temps de, on va dire, hors cours présentiel, pour utiliser des temps de cours en présentiel sans écran et sans que ce soit par pétition de principe parce que le numérique c'est le diable ou c'est mauvais. Je trouve ça vraiment, alors là pour le coup, je trouve que votre expérience, elle pose des enjeux qui sont vraiment passionnants. Et en ce sens-là, je ne sais pas comment les acteurs dans la salle le reçoivent, mais vraiment, j'adorerais qu'on connaisse mieux à la fois votre réflexion et votre exemple, enfin, pour en parler aux pairs, parce qu'on va parler de la question de la formation des enseignants, mais je pense que, évidemment, là, vous posez un enjeu qui est très, très peu dit, en tout cas, dans l'enseignement supérieur, qui est la question de l'auto-formation, qui est soit un implicite, soit un inexistant, et qui passe souvent sous les radars, et qui est passionnant, mais je pense qu'on en parlera avec la formation. Mais en ce sens-là, ces piliers que vous avez posés, je trouve, je dis, nous ne pourrons pas les généraliser, mais en tout cas, nous devrions les diffuser. Voilà. Alors, on parlera des formations SGPI, sans doute, le rôle qu'on peut avoir, mais en tout cas, pour cette question-là, voilà sur quoi je voulais réagir. Voilà, alors, effectivement, vous êtes déjà largement les uns et les autres sur les questions qui suivent, donc il y en a certaines sur lesquelles on passera très rapidement, même si elles apparaîtront à l'écran, puisque je ne peux pas les enlever maintenant. Mais déjà, par rapport à tout ça, y a-t-il des formations qui ne seront pas impactées par toutes ces évolutions ? Enfin, moi, je ne crois pas, et aujourd'hui, je ne crois qu'il n'y a aucune formation, aucun métier qui échappe au numérique. Et je crois que d'une certaine façon, le confinement, d'un point de vue des métiers, a montré que des métiers qu'on pensait être totalement intacts de besoins de compétences numériques, ont montré qu'en fait, ils en étaient fortement et de plus en plus tributaires. Donc je pense que c'est vraiment important. Je te rejoins totalement. Comme je l'ai évoqué, on a de toute manière besoin de former les futures générations, voire les générations, dans le cadre de la formation continue, à savoir utiliser correctement ces nouveaux outils qui sont en train d'apparaître. Et donc je ne vois pas comment une formation pourrait se dire je reste dans une sorte de tour d'ivoire où je vais apporter que des savoirs académiques ou des savoirs techniques en niant le fait que je vais devoir exercer mes compétences et mes savoirs à travers un monde où le numérique a son importance. Notre approche même de ce que c'est que le savoir, la connaissance est en train de changer. On a parlé pas mal de systèmes embarqués. Aujourd'hui, je veux dire, quand on conduit une voiture, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire éventuellement il y a 10-15 ans. La manière dont on a de traiter nos téléphones et de s'informer sur comment je vais pouvoir me déplacer d'un point A à un point B, dans nos quotidiens, on utilise continuellement ces outils numériques. Et ça n'est pas possible dans le cadre de nos formations qu'on ne prévoit pas d'aborder cette question de comment l'outil du numérique intervient dans mon approche au savoir et comment ça va intervenir éventuellement dans ma carrière professionnelle. Donc non, ça n'est pas possible. Ça, c'est, j'ai envie de dire, d'un point de vue le contenu même de la formation, d'un point de vue environnement numérique, d'un point de vue, j'ai envie de dire, pédagogique, aujourd'hui, aucun établissement ne peut se permettre de se dire je ne vais pas proposer d'ENT, je ne vais pas proposer d'environnement type LMS. On est nombreux à utiliser Moodle dans les établissements. Donc c'est pareil, d'un point de vue pédagogique, on ne peut pas se permettre non plus de se dire
les formations, je vais faire de la pédagogie où le numérique ne sera jamais présent. Alors c'est pas forcément, comme ça vient d'être évoqué et très bien relevé par Mireille, c'est pas forcément en présentiel pendant le cours que le numérique sera présent, mais oui, le numérique sera forcément là aussi. Donc non, ça n'est pas possible aujourd'hui, à mon avis, de dire qu'il n'y a pas d'impact. Oui, enfin, il n'existe aujourd'hui plus aucune pratique professionnelle qui ne soit médiée numériquement. Simplement parce que les gens utilisent leur téléphone, ils ont leur agenda, un agenda électronique. Enfin, même s'ils sont artisans enfin, dans le bâtiment, même, il y a recours au numérique tout le temps. De toute façon, vos contacts avec les fournisseurs, c'est numérique. Enfin, et notre métier, profondément, enfin, d'enseignant-chercheur, d'administratif, il est profondément ancré dans un usage du numérique. Et c'est quand même un bien. Moi, je me rappelle quand même une période où je compulsais le catalogue papier de la BNF. On a quand même fait de belles avancées depuis. Non, mais c'est un bel outil qui nous permet de travailler mieux et puis d'être aussi dans un confort professionnel qui est quand même incroyable aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des aspects parfois négatifs, on les a évoqués, mais enfin, il faut voir quand même le chemin parcouru. Voilà, l'utilisation du GPS par exemple pour les artisans pour trouver une adresse, je veux dire, il n'y a plus personne qui recherche l'endroit où il doit aller faire une livraison, etc. Enfin, ça a profondément innervé nos vies professionnelles et personnelles. Donc non, on ne peut pas faire, je crois que c'est impossible de faire sans numérique, impossible. Enfin, je pense que ça se questionne même pas, quoi. Enfin, non, mais c'est bien de le dire aussi, ouais. et de l'affirmer de manière générale. Donc, alors maintenant, comment accompagner effectivement les enseignants, puisque alors on sait qu'on a toujours des pilotes, ce qui est le rôle de Maria, ça a été évoqué sur plusieurs interventions préalables, c'est-à-dire qu'on sait que tout le monde ne va pas aller à la même vitesse, donc après, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte justement d'emmener tout le milieu, puisqu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, il va falloir le faire. Alors vous avez peut-être déjà évoqué le sujet en parlant de formation, notamment à ce niveau-là, donc, mais justement Maria qui a cette expérience personnelle, comment c'est ressenti par les collègues, est-ce qu'il y en a qui suivent ou pas? C'est difficile. Alors, la première année, quand j'ai présenté, j'ai dit voilà, je fais un module d'une journée sur Metaverse, blockchain, NFT. J'ai fait un mail général. En fait, je pense qu'il faut être peut-être commercial de ses propres formations. Et donc, ça implique de se dire comment les enseignants peuvent trouver une utilité au fait de se lancer là-dedans, parce que c'est 2 fois plus de boulot, c'est une remise en cause permanente, enfin, c'est assez compliqué. Alors, dans le cas des enseignants-chercheurs, l'utilité sur la recherche, elle est évidente. Donc, par exemple, à l'IAE, on a des cours sur le web scrapping, qui est quand même un peu, je dirais, voilà, un peu du dark web, quand même, à quelque part. Mais tout le monde a suivi donc, c'est un collègue qui a dit, OK, moi, je peux faire du web scrapping, donc une journée de web scrapping, parce qu'on veut publier, et donc, en faisant du web scrapping, ça nous donne des données, on peut publier dessus, donc c'est très intéressant. Moi, alors, sur ma thématique, j'ai fait un peu de forcing et on m'a, 1 ou 2 formations m'ont dit d'accord. Par contre, ils m'ont dit, par exemple, en compta, moi, on m'a dit, la compta, on ne fait pas de marketing digital, donc tu es prié de donner des cas d'usage. Donc le truc, c'est qu'il a fallu que j'adapte ce module avec des cas d'usage qui parlaient aux étudiants. Par exemple, j'ai un exemple en QSE, qualité, sécurité, environnement, des étudiants très préoccupés par le réchauffement climatique. J'ai travaillé sur des cas d'usage de NFT qui sont sur le développement durable, la protection de la forêt amazonienne. Il y a plein de startups qui se sont lancées là-dedans. Et là, ça leur a parlé. Et je leur ai dit, si vous êtes contents, dites-le. En gros, commercial de sa propre... Et donc, les étudiants ont trouvé que c'était super et ont été de dire aux responsables et ça a fait boule de neige. Ce qui fait que cette année, j'ai beaucoup plus de demandes sur ce module-là. En gros, j'avais enseigné dans 2 modules, enfin 2, voilà, et maintenant j'en ai 10. Et c'est quelque part aussi, pour soi, je suis adepte des formats courts, en fait, sur une journée, faire le bilan sur un sujet, aller à fond. En fait, il faut le traiter vraiment comme, il faut le packager, il faut le marketer. Et le deuxième point, il faut le communiquer sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est important. Pourquoi ? Donc, j'ai fait un petit post, et c'est pour ça que d'ailleurs Michel m'a appelé en me disant « Maria, j'ai vu ton post sur LinkedIn » où il y a eu énormément de commentaires, de j'aime, etc. C'était une photo des étudiants avec les fameux casques 3D, pas VR, voilà, et puis... le fait de faire son personal branding, excusez-moi du terme purement marketing digital, c'est-à-dire de faire la promotion de soi à travers ses propres formations, ça a fait de la motivation pour des enseignants qui, à un moment, ils ont besoin aussi d'être un peu nourris de retours positifs. Et surtout, le deuxième élément très important, ça vous fait rentrer dans des communautés professionnelles. Parce que les technos, quelque part, il faut rentrer dans les boîtes. Comment on rentre dans les boîtes? Comment on rentre avec des cas d'usage précis? Comment on fait venir des gens? En faisant la promotion, effectivement, de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, en suivant des gens qui sont déjà des leaders d'opinion. Donc, j'ai listé tous les leaders d'opinion sur le sujet Metaverse Web 3. J'ai commencé à les suivre et puis ils m'ont suivi et j'ai intégré une communauté professionnelle. Ça, c'est extrêmement important, aussi bien pour la visibilité des enseignants que pour le fait de pénétrer parfois des communautés fermées. Et ça, c'est dommage, parce qu'on dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Je suis enseignant-chercheur, on ne voit pas très bien ce que c'est, ou je suis maître de conférence, on ne voit pas très bien ce que c'est. Et donc, parfois, j'ai des communautés qu'on n'arrive pas à pénétrer, nous, en tant qu'enseignants, et par les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, on y arrive. Martial, pour emmener justement la communauté, on a dans le réseau justement les assemblées de chefs de département qui peuvent permettre d'identifier en fait quels sont des leaders dans ce domaine et qui pourraient peut-être porter et emmener les autres, non? Alors le réseau partage déjà de l'information et éventuellement de la formation, mais déjà de l'information, et c'est ce qu'on a vu aussi dans cette très belle journée. Je veux dire, les présidents aussi des conseils d'IUT jouent un rôle qui est un rôle important dans cette acculturation qu'on est en train d'effectuer. Nous, c'est aussi ce qu'on essaye de faire au niveau des directeurs d'IUT, sur un certain nombre d'événements qui sont ouvert largement aux directeurs adjoints, puisqu'on est souvent en équipe aujourd'hui sur la direction, au président bien évidemment, vous savez que vous êtes toujours les bienvenus dans nos événements, et puis à l'ensemble des collègues. Là, les 28 et 29 août, donc on aura notre deuxième université d'été à Cannes, avec une espèce de titre ou une espèce de slogan, l'IUT solution vis-à-vis des transitions, vis-à-vis de l'ensemble des transitions. Et il sera question effectivement de transition numérique, mais aussi face à d'autres transformations, et en particulier le poids et l'intérêt que peuvent avoir les solutions numériques, la transformation numérique de la production, la transformation numérique des services, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que ça peut avoir en termes d'impact dans la lutte contre la crise climatique en particulier. Donc ça sera des enjeux qu'on traitera lors de cette université d'été avec des grands noms aussi du numérique. Gilles Babinet sera avec nous lors de cette université d'été. Et donc voilà, ça, ce sont des outils qui permettent vraiment de participer à cette acculturation. Autre format, bien évidemment, c'est tout ce qui est lié aux commissions. Je sais qu'Olivier est là, la commission communication, où là, c'est des partages aussi, bien évidemment, de pratiques sur les réseaux sociaux, de la présence des IUT les uns et les autres, avec les réseaux qui sont choisis par les uns ou les autres en fonction de choix stratégiques, et puis de goût quelquefois de nos collègues. C'est des enjeux qu'on traite aussi bien évidemment au niveau de la commission recherche, où il y a beaucoup d'échanges de notre communauté de chercheurs et d'enseignants, donc autour d'enjeux qui peuvent être des enjeux numériques, mais de manière très large, à la fois du côté des sciences humaines comme du côté des sciences industrielles. Et puis évidemment, c'est quelque chose qui est au centre des larges réflexions qu'on a autour de la commission communication. Laurent était avec nous de la commission pédagogie, orientation et pédagogie, avec les travaux sur la pédagogie et la professionnalisation, les travaux sur le PPP, qui est aussi vectorisé numériquement aujourd'hui, tous les travaux sur
le portfolio aussi, bien évidemment. Là, on est sur des enjeux qui sont des enjeux donc largement liés au numérique. On a aussi vraiment une chance par-delà les réseaux, c'est que nos équipes dans les départements et les ACD sont plurielles, sont transdisciplinaires. Et on a la possibilité quand même d'avoir de larges partages de pratiques au sein de nos équipes pédagogiques. Et donc c'est vrai qu'il y en a qui sont très en avance. Je veux dire, bon, il y a des gens qui sont en section informatique, il y a des gens qui sont en section traitement du signal, qui parfois prennent le lead sur ces questions-là, parce qu'ils y ont été confrontés plus rapidement. J'évoquais par exemple la GitHub Copilot, c'est vrai que c'était très en avance par rapport à la découverte grand public de ChatGPT par exemple. Et donc comme ils ont été confrontés à ce type de problématique en avance, ils en ont fait part aussi dans les équipes. Alors c'est pas forcément des séminaires, hein, quelquefois c'est juste le café, mais en tout cas il y a un large partage de pratiques numériques dans nos équipes, et c'est lié vraiment à cette richesse transdisciplinaire qui est vraiment un élément de marquage de ce que sont les IUT. Merci Martial. Patrick? Peut-être juste rebondir et confirmer, enfin je pense que ce que tu pointes, Martial, est primordial, la notion de réseau. Donc on a des multiples réseaux qui peuvent exister à différents canaux, et je pense que c'est via les réseaux qu'on peut arriver plus facilement à toucher effectivement des enseignants au sein d'un établissement. En parallèle du réseau, on va avoir la question évidemment des politiques portées par l'établissement, qui peuvent être plus ou moins incitatives. Donc c'est là aussi où notre ministère éventuellement a un rôle à jouer. Quand on travaille le projet d'établissement, ça fait bien sûr partie des choses qu'on du coup si au niveau de l'État on trouve que c'est important, ce qui actuellement est plutôt dans l'air du temps, forcément c'est quelque chose qu'on va regarder. Sauf que le fait qu'il y ait quelqu'un qui au-dessus est en train de dire je vais regarder ça, ça ne peut prendre corps que s'il y a un vrai choix de l'établissement. Du coup je vais repasser la balle à ma voisine, parce que cette question de projet d'établissement, de politique d'établissement, il y a des possibilités de soutien financier qui peuvent venir parfois via le SGPI, mais ça ne prend du sens, à mon avis, que si ça correspond à une vraie dimension politique d'établissement et qui s'incarne au sein d'un établissement. Et bon, par contre, sur ce sujet-là, je crois qu'il y a des portes, il y a des actions possibles. Ça, dès qu'on parle d'argent, c'est moi, quoi. Voilà. Ça retombe sur moi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour accompagner les enseignants. Plus que ça, en fait. On peut dire accompagner, il faut les former, d'abord. Et je pense que la première des choses, c'est effectivement sur ces questions de numérique. Je reviens vraiment à ce que vous avez dit, je pense que c'est capital, c'est prendre en compte la question des imaginaires. Parce qu'en réalité, cette question-là, elle est très diverse selon les acteurs. Et entre vous et certains de vos collègues, je pense qu'il y a une marche très haute, et qui explique qu'en fait, on a des degrés d'appropriation du numérique dans la pédagogie qui soient extrêmement différents. Et ça, je pense que même si dans les IUT, vous êtes peut-être plus en avance, je pense qu'il y a quand même une hétérogénéité des acteurs, d'autant plus qu'en plus, vous avez une question qui est de l'hétérogénéité, je dirais, des intervenants entre les enseignants statutaires et puis les intervenants que vous pouvez avoir. Et donc la question, elle est aussi comment, au fond, on accompagne une communauté d'enseignants qui est hétérogène. Et faire en sorte qu'avec des degrés différents, des pratiques et des cultures professionnelles différentes, on arrive à se retrouver sur ces enjeux pour lesquels, au fond, la pédagogie, l'expérience de l'étudiant et la réussite de l'étudiant est centrale.
Alors là, je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense qu'il faut quand même ne pas nier cette difficulté et qu'on travaille avec des imaginaires très très différents. Et je dis ça d'autant plus que j'ai quand même le sentiment que, enfin c'est ce qu'on observe dans beaucoup de discours et je pense aussi dans beaucoup de cas pratiques dans l'enseignement supérieur, il y a face au numérique et l'utilisation du numérique dans les cours, que ce soit comme outil ou comme élément de pédagogie quand ce n'est pas l'objet même professionnel, en fait un reflux dans l'adoption de ces pratiques par rapport au lendemain de la crise sanitaire. Et au fond, la question, elle est vraiment d'arriver à faire que les enseignants se sentent agents d'une transformation du numérique, de l'enseignement supérieur par le numérique, et non pas, je dirais, passifs dans cette transformation. Et d'autant plus qu'on a une question pour n'importe quel enseignant, qui est que c'est une profession où on est peut-être plus vulnérable quand on ne se sent pas sûr dans la maîtrise des outils qui sont à notre disposition, dans leur usage, pour les mettre en pratique. Et on ne va pas faire. Et sous ensuite d'autres, je dirais, discours, on va en réalité avoir comment dire, un sentiment de vulnérabilité ou presque d'impéritie par rapport à des outils. Et donc ça, je pense qu'il faut en avoir vraiment conscience, il ne faut pas nier ces questions, et donc former de toutes les manières, je pense effectivement, vous le dites, par au fond des exemples, des collègues qui soient exemples. Et puis, alors là, je vais répondre à la question, je pense qu'il y en a deux. Il y a, d'un point de vue de l'établissement et des établissements, que cette transformation numérique soit explicitée comme un projet, comme partie prenante d'un projet d'établissement, en dégageant le fait que ce n'est pas pour des questions d'économie de moyens, parce que nous savons depuis plusieurs années qu'une transformation numérique n'est pas un facteur d'économie, ou alors c'est qu'elle est vraiment mauvaise, mais qu'elle s'intègre. Et donc là, pour moi, il y a un facteur qu'on ne pense pas encore assez, c'est qu'une transformation numérique et l'intégration du numérique dans une pédagogie, elle est aussi liée à l'inclusivité de l'enseignement supérieur. Et quand je dis inclusivité, ce n'est pas seulement l'inclusion de publics qui seraient en difficulté pour venir assister à des cours, c'est en fait qu'on arrive à comprendre qu'un public étudiant qu'on a face à soi est fait d'une somme d'individus et non pas d'une masse qui comprend de manière homogène, qui suit de manière homogène nos cours. Et qu'en fait, le numérique, là, il peut véritablement aider. Et dans la partie, je dirais, apprentissage aussi en asynchrone, avec des dispositifs qui sont à disposition des étudiants sur les ENT, sur Moodle. Donc ça, je pense que si on resitue ces enjeux de traitement de l'hétérogénéité pour un enseignement supérieur beaucoup plus inclusif, là, je pense qu'on peut faire aussi pivoter un petit peu la vision des enseignants. Alors, comment on l'accompagne? Donc, financement de projets d'établissement dans lequel on a du numérique, et effectivement, d'une transformation numérique et où c'est intégré. C'est ce qu'on fait avec les démonstrateurs de l'enseignement supérieur, les démos ES, dans une moindre mesure pour certains nouveaux cursus à l'université. Ça, c'est évident, mais encore une fois, il faut que ce soit porté comme élément moteur et assumé et explicité, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui est même rare, par la gouvernance des établissements. Et puis, comment l'accompagner? Et je reprends la casquette encore financement. Dans le cadre de la stratégie enseignement et numérique, donc une des stratégies de France 2030, le point essentiel, c'est qu'on considère, ce sont souvent, vous le connaissez sans doute parce que vous avez dû candidater à des stades divers,
notamment dans compétences, l'appel compétences et métiers d'avenir, qui est le volet formation de ces stratégies. Nous considérons que les métiers d'avenir, c'est enseignant du XXIe siècle. Et que les compétences, c'est enseigner avec des compétences en numérique, une culture numérique, et je mets aussi les IA et les IA génératives, et pouvoir intégrer ces compétences dans la pédagogie. Donc en fait, nous sommes partis de ce principe-là, et vous pouvez déposer des projets de formation qui seront examinés, financés, pour accompagner les enseignants et les ingénieurs pédagogiques, dont le métier va aussi un petit peu pivoter avec les IA génératives, pour donc former vos enseignants, pour aussi proposer des formats de formation innovantes fondés sur des communautés apprenantes, parce que c'est aussi ça l'enjeu, et il est lié avec la question de l'auto-formation. Donc je réponds à la question, oui, le SGPI a intégré complètement cette question-là, des financements sont là, et maintenant, il faut aussi que les établissements et les réseaux, notamment le réseau des IUT, peut tout à fait s'en saisir et être candidat à l'appel CMA, volet stratégie, enseignement et numérique. Voilà. Merci. Une réaction, allez-y. Je voulais juste réagir effectivement, oui, sur les... Je pense quand même que je trouve qu'il y a une dégradation quelque part, il y a plus de silos qu'avant. Je vais m'expliquer. On essaie de casser des silos dont on voit en recherche, l'apprentissage, par exemple. Moi, je sais, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais à l'université d'Evry, on me disait l'apprentissage finance la recherche en partie. Et donc, voilà, c'était très très bien. Et on avait beaucoup d'intervenants qui venaient d'entreprises parler un peu de leur expérience. Aujourd'hui, l'apprentissage, je trouve, c'est durci au niveau des relations. Donc, nos apprentis travaillent énormément. Parfois, les maîtres d'apprentissage, ils veulent même pas, ils font sur Zoom Enfin, ils viennent même pas une fois à l'université, donc voilà, quand on est sur Zoom pour sa soutenance de mémoire, son maître d'apprentissage, je trouve que c'est un peu moyen. Je vais être un peu poil à gratter, mais bon, je dis des choses comme je les ressens, et donc je me dis, mais il y a moins de contact entre les maîtres d'apprentissage et nous les enseignants, et donc finalement, après on a parfois toujours les mêmes intervenants qui deviennent des professionnels de l'enseignement. Et donc, ils pourraient faire mon boulot, mais en fait, c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qui est bien, c'est d'avoir une diversité d'intervenants qui vient régulièrement. Et donc, je pense que le lien, enfin, moi, je le vois à l'université, apprentissage-université, c'est distendu et devient très utilitaire. Et le deuxième point, c'est que je me rends compte que mes étudiants ne savent plus ce que c'est que le numérique. Par exemple, ils ne savent pas servir d'un ordinateur. La dernière fois, ils devaient faire une pré-soutenance. J'en ai un qui est arrivé avec son mobile, en me disant, déjà, j'ai pas d'argent pour m'acheter un ordinateur, et puis de toute façon, moi, je sais pas m'en servir, je sais me servir que de mon mobile. Et là, je me dis, mais waouh, personne m'aurait dit ça il y a 5 ans. Et c'est vrai que nous, à l'IAE, on est structuré en recherche, on a un labo, mais on a des chaires. Les chaires, par exemple, là, on a une très grosse chaire qui travaille sur les Smart Cities. Et je me dis, mais comment faire pour que tous ces liens avec les entreprises, ces budgets, en fait, qu'il y ait une porosité entre la recherche et l'enseignement. Or, c'est quand même la base de l'université, enseignant-chercheur, recherche-enseignement. Et je trouve qu'en ce moment, c'est plus compliqué. Voilà. Très bien. Alors, bon, on est un peu parti justement sur la question suivante, qui était comment accompagner les étudiants, mais comme on est un peu en retard, c'est pas très grave, justement, au contraire, c'est même très bien. À ce niveau-là, justement, sur l'accompagnement des étudiants et au niveau de l'apprentissage, là, on n'a pas eu de problème pour placer tous nos apprentis. Parce qu'effectivement, il y a un déficit de main-d'œuvre de manière globale. Donc, toutes les entreprises sont prêtes à accueillir des apprentis. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles accueillent des apprentis
pour respecter le contrat d'apprentissage et non pas pour boucher des trous parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et quand j'entends ce discours-là, c'est la crainte que j'ai. D'où l'importance qu'on ait le choix aussi des entreprises d'accueil et qu'on soit capable de certaines de dire bon, bah, elles n'ont pas joué de jeu, on ne les reprend pas parce qu'on a le choix. On est en train de développer un outil au niveau de l'Union des présidents pour essayer de se placer côté entreprise quand elle recrute, justement en disant bon, l'entreprise, quels sont ses besoins et qu'on soit ensuite, à partir de cet outil, capable de dire ben voilà quels sont les parcours qui correspondent à ce besoin, voilà où ils sont dispensés, voilà quel est le rythme de l'alternance, de manière à ce qu'elle soit capable de choisir en ce sens. Mais pour qu'on ait beaucoup de demandes au niveau des entreprises et qu'après on soit capable de choisir celles qui jouent réellement le jeu et non pas celles qui utilisent de la main-d'œuvre que certains pourraient qualifier à pas cher. Donc ça, c'est aussi un des enjeux et on y participe. Donc, mais ça, c'est effectivement l'aspect étudiant. Autrement, vous en avez assez largement parlé. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou si on passe directement à la partie suivante. Vas-y, je veux bien. Moi, d'abord, peut-être une remarque générale sur ce qui a été évoqué. Moi, je ne crois pas en termes d'acculturation numérique beaucoup au top-down. Je pense que ça ne marche pas. Et ce qui a été cruel par rapport à cette vision-là, ça a été la gestion de la crise Covid. Pourquoi est-ce qu'on en est sorti largement dans les IUT? Parce qu'on a su hacker les systèmes qui avaient été mis en place et qui étaient totalement inefficaces. Et je pense qu'on devrait... et c'est peut-être le côté libertarien des IUT, mais on devrait s'en remettre beaucoup plus aux individus et à des gens qui peuvent nous montrer la voie. Et par rapport aux étudiants, on n'a pas forcément à les accompagner, ils peuvent aussi nous accompagner. Enfin, c'est finalement du compagnonnage, d'une certaine manière. Et je pense que ce qui est absolument essentiel, en tout cas plus essentiel que le numérique, mais qui peut permettre de donner sa place au numérique, c'est surtout le lien social. On parle de beaucoup de réseaux numériques, mais surtout ce qui fait la communauté éducative, c'est le réseau social qu'on forme, le tissu social qu'on produit finalement dans nos interrelations. Et c'est ça qui peut être absolument déterminant et qui peut nous permettre d'utiliser éventuellement des outils, mais pas forcément. Mais c'est ça qui est vraiment absolument essentiel. J'ai juste effectivement un témoignage. En fait, les étudiants s'entraident et organisés par l'enseignant. Par exemple, un jour, une étudiante qui est venue en larmes me dire qu'elle ne savait pas choisir tel outil d'email et qu'elle avait toute la responsabilité sur elle, elle était en apprentissage. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas des ateliers chic, j'ai un problème? Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on organise des ateliers chic, j'ai un problème. Il y a un étudiant en danger dans son apprentissage, il ne sait pas faire ça, il a une grosse pression. Et en fait, il présente le cas à l'ensemble de la classe et on travaille tous ensemble pour résoudre son problème. Et ces ateliers chic, j'ai un problème, ça marche bien parce qu'en situation d'apprentissage, quand il y a du stress et quand l'étudiant est confronté à une forme de solitude, je trouve que le lieu du cours, c'est aussi de l'entraide et de ne pas se sentir seul. Voilà. On utilise la communauté pour faire réussir l'ensemble. Et ça, c'est vrai que ça c'est très vertueux. Et maintenant, moi, je note quand même qu'effectivement, on peut considérer que ce sont des digital natives et pour autant qu'ils ne savent pas se servir d'un ordinateur. Parce qu'effectivement, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas forcément les bases. Et pour autant, quand on les retrouve dans les entreprises, souvent... La nouveauté qu'on peut avoir ensuite dans les entreprises, c'est qu'ils ont une maîtrise supérieure à celle de certains anciens, on va dire. Et donc là, il y a aussi une acculturation à faire après à l'arrivée dans l'entreprise, mais ça, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Donc, le problème direct qu'on a par rapport à ça, c'est la notion de l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a manque du monde partout, mais comment est-ce qu'on fait dans le -3 pour avoir davantage de jeunes intéressés par la science. Donc il faut sans doute que nous, on ait cette démarche encore accrue d'aller vers eux pour qu'ils viennent ensuite dans nos IUT. Mais je crois qu'on a cette base-là, ce travail-là à faire. Mais on me fait signe qu'il faut aller très vite. C'est l'heure des questions à ce niveau-là. De toute façon, quels moyens pour réussir? Bon, matériel, immatériel, on a répondu un peu à tout ça. L'évaluation, l'acquisition, la formation des enseignements, le recrutement des nouveaux profils. Non mais je suis dans les temps puisqu'on avait un quart d'heure de retard et je gagnerai sur la conclusion, donc c'est bon. Alors, des questions? Christopher Béliard, président du conseil de l'UT de Paris Rive de Seine, merci pour ces échanges.
Ce que je voulais partager avec vous, c'était le sentiment qu'on ne savait pas trop quoi faire, nous, à notre niveau, en tant que présidente. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite. Donc moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'utilise ChatGPT tous les jours et j'ai pris l'initiative au sein de mon conseil de faire intervenir une des personnalités extérieures. Donc j'avais la chance, puisque c'était une personne qui elle aussi utilisait cet outil quotidiennement. Et donc de faire intervenir cette personne pour qu'elle présente l'outil au conseil. Parce que la première chose qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant qu'animateurs de la stratégie de l'IUT, de la stratégie pédagogique, c'est peut-être de savoir de quoi on parle. Donc, premièrement, pourquoi pas faire intervenir une personnalité extérieure. Et puis, deuxièmement, il faut que nous, à notre niveau, en tant que président, présidente, directeur, directrice, il faut qu'on utilise l'outil, en fait. Prenons GPT, qui est quand même le plus utilisé aujourd'hui, le plus connu. Il faut l'utiliser. On ne peut pas dire les étudiants doivent être curieux, ils doivent découvrir, s'emparer des outils. Il faut qu'on le fasse, nous aussi, à notre niveau. Et alors, ensuite, on pourra peut-être, éventuellement, suggérer des choses. Et puis j'avais une troisième idée, c'était d'impliquer les élus étudiants qui font partie de notre conseil pour aller les chercher, aller leur demander ce dont ils ont besoin, comment ils ont besoin d'être accompagnés, et puis pour nous aussi comprendre un peu plus comment ils fonctionnent et comment ils apprennent. Voilà, c'est tout. C'était une petite suggestion. Merci. D'autres des questions derrière toi voilà. Bonjour, Sylvie Véret, directrice de l'UT de Cergy. Moi, j'avais une question au niveau des moyens. C'est effectivement lancer des projets pour avoir des moyens financiers, c'est une chose, mais on manque de temps aussi. Dans les IUT, on voit avec la réforme qu'on manque aussi de bras. Excusez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat. Mais il faut être libre, il faut avoir du temps pour aller se former. Et souvent, on le prend sur notre temps libre ou on le prend sur nos cours, mais si on le prend sur nos cours, on ne fait pas de cours. Donc en fait, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir, si on veut former beaucoup de gens et si on veut les former bien, que les gens soient disposés, curieux, il faut aussi penser à un moyen de dégager du temps pour les enseignants, le dégager sans les pénaliser. C'est souvent ceux qui sont le plus agiles qui finalement courent le plus. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu à réfléchir sur le temps et sur les bras. Parce que si moi j'arrête, alors moi je suis directrice, c'est un peu particulier, mais si un de mes collègues dans un département veut une formation, ça veut dire qu'il n'assurera pas ses cours. Donc comment on rattrape, comment on gère, il y a une question de temps aussi pour moi et pas seulement d'argent. Merci. Alors c'est effectivement, mais comme on est rattrapé nous aussi par le temps, la question des moyens, vous voyez, c'était cette dernière question. Donc, je ne sais pas s'il y a une intervention rapide que vous voulez avoir pour répondre à cette dernière demande. Patrick ? Je peux juste dire qu'on en a pleinement conscience. On a notamment conscience que la mise en place de la troisième année de but est difficile. Dans cette prise de conscience, je tiens à souligner et à le dire, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a besoin parfois d'une diversité de personnel qui interviennent dans le cadre des formations. Dans le cas d'une troisième année de but, il y a cette prise aussi quand même de conscience qu'on est sur un cursus qui s'est construit sur 3 ans. Il y a besoin d'avoir des bras fixes au sein des établissements pour porter l'ensemble de ces 3 années. Et donc du coup, voilà, je peux juste signaler qu'il y a bien cette prise de conscience et qu'il y a une vraie réflexion qui, en cours pour pouvoir accorder des moyens supplémentaires. Moi, j'avais juste un point parce qu'on a finalement assez peu parlé de la question des IA génératives, et c'est une question vous avez parlé tout à l'heure de tsunami. Et je rejoins la remarque qui a été faite tout à l'heure. Moi, je pense vraiment qu'il y a des formations massives et d'urgence à faire des équipes enseignantes très simple en fait, au bout du compte, sur ce que sont les IA génératives, ce qu'elles permettent, ce qu'elles ne permettent pas, mais on enlève une bonne couche de fantasmes, parce que sinon on va avoir des enseignants qui ne vont pas s'y mettre et qui vont être débordés. Mais en réalité, c'est toute la communauté qu'il faut embarquer, c'est-à-dire les personnels administratifs et les gouvernances des établissements. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à quoi vous devez penser. C'est pareil, CMA va permettre de mettre en place
ces formations, de les financer, mais évidemment, il faut que ce soit des formations, là pour le coup, elles seront en partie très, très numériques et massives et rapidement, et il faut qu'elles soient mutualisées et mutualisables, mais c'est capital, parce que sinon, enfin, on va vraiment vers à la fois un assemblage de fantasmes et bilan des opérations des personnels et des établissements qui seront débordés par ce qui se passe. Donc ça, vraiment, j'insiste sur ça. Et pareil, je voulais dire que je pense que ça se joue aussi dans les administrations et que Bruno Bodel, secrétaire général pour l'investissement, a fait un choix qui, moi, me semble vraiment le bon et qui est exemplaire. Donc je me permets de le partager. Mais tous les personnels du SGPI ont eu une formation obligatoire. C'était ce lundi, avec impossibilité d'aller faire autre chose, de trouver une échappatoire, pour être formé sur un début de formation sur ces IA génératives, comment ça allait transformer nos métiers, et pareil, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Et je pense que ces formations, il faut vraiment que les gouvernances des IUT notamment et des établissements s'en emparent. La question du temps, on la connaît parce qu'elle revient toujours. Je vais très attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a Madame Buick de l'AEF et je ne voudrais pas avoir des propos qui font le gros titre de la prochaine dépêche de l'AEF. Mais je pense qu'il faut accepter que nous avons, en tant qu'enseignants, une difficulté avec des étudiants, ce qui était décrit, qui ne sont pas pleinement attentifs aux cours si on ne diversifie pas la pédagogie. Et soit vous dites, ça m'est égal, je laisse passer le train, soit vous dites comment j'aborde cette question. Et vous dites, ça va être des panoplies de formation, et bien sûr, pour moi, ça c'est aussi une question de priorité, mais c'est une question de priorité presque aussi personnelle qui se pose. Et je vais vous raconter une expérience. Je travaillais pour l'ANR et le suivi des IDEFI, et je voyais bien tout ce qui se faisait dans les établissements en termes d'innovation pédagogique, initiative d'excellence pour des formations pédagogiques. Donc j'y ai travaillé jusqu'en 2020, et j'enseignais la littérature comparée, littérature française et littérature comparée, c'est-à-dire on est très très loin du numérique, de l'innovation pédagogique a priori. Si ce n'est que je me suis dit, en voyant mes collègues, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et je vous assure, je n'ai pas demandé de formation à mon département. J'ai testé des choses. Et au moment du confinement, j'avais commencé à mettre en place des ébauches de pédagogie inversée, mais il est certain que j'ai suivi une auto-formation qui était donnée par l'Université à distance du Québec, TELUC, sur conduire un projet de cours en hybride ou distanciel. Bon, ça, je suis désolée de le dire, je l'ai fait en auto-formation. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si je continue à faire du cours, ce que j'appelle du cours télédiffusé version RDA des années 70 en frontal et en zoom, mes étudiants sont déjà dans une situation assez difficile, ils n'y arriveront pas. Et donc je dois comprendre comment accompagner mes étudiants pour que ne vienne pas se rajouter ce problème de la fatigue Zoom. Mais ça, je dois vous avouer que je l'ai fait en auto-formation, parce que je me disais, à un moment donné, il y a une question de responsabilité, je ne peux pas laisser mes étudiants en carafe. Voilà, là je m'exprime à titre personnel et pas du SGPI, mais je crois que cette question si on en passe toujours par cette question du temps et pas de notre mission par rapport à des étudiants, on va patiner un grand moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une reconnaissance des tâches, de l'implication, ça n'est pas exclusif. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus entrer systématiquement par le barrage de ces questions-là. Il y a aussi le confort de l'enseignant par rapport à la satisfaction et au retour qu'il a de l'accueil de son cours, de son enseignement par les enseignants. Et je parle comme enseignante.
je vous propose qu'on en reste là parce qu'on me regarde avec les gros yeux parce qu'il est déjà 18h, donc on a le quart d'heure que j'avais au démarrage et donc je vais aller très vite sur la conclusion. Je vous remercie tous de votre participation tout au long de cette journée, la richesse des échanges que nous avons pu avoir et je vous propose qu'on continue ces échanges donc à l'Assemblée nationale où donc on a rendez-vous à 19h parce que comme nous sommes nombreux, il va y avoir un certain délai pour que tout le monde puisse entrer et être contrôlé. Donc rendez-vous à l'Assemblée nationale pour continuer ces échanges et merci à tous les participants de cette table ronde.